quelle éthique pour les machines? Quels défis pose la place des robots en termes de justice sociale, de droit et dans la manière de raconter nos sociétés? On en parle aujourd'hui avec notre invité. Bonjour, Joanne Rochelle. Bonjour. Vous enseignez à l'EPFL, vous avez cofondé Ethics, un laboratoire d'éthique et de l'innovation. Vous publiez aujourd'hui chez Savoir Suisse un livre qui s'appelle Les robots parmi nous. Alors, qu'est-ce qui vous passionne, vous l'éthicien, dans les robots? Je crois que les robots, ils cristallisent beaucoup de questions éthiques qu'on a, nous, dans la société, entre humains, et que simplement, vu qu'on doit programmer un robot, on doit, d'une certaine manière, se mettre d'accord sur les règles, sur les principes, sur les obligations qu'on veut leur donner avant de les mettre sur le marché, avant de les utiliser. Et ça, pour un éthicien, c'est un exercice extrêmement stimulant. Il faut vraiment qu'on fasse cet effort. Alors, qu'est-ce qui, en 2022, est un robot? Parce qu'il y a plein de choses, hein. C'est juste pour essayer de les définir. Il y a beaucoup de définitions. Moi, je propose de travailler avec une définition assez facile d'accès qui dit c'est une machine qui est située dans le monde, c'est-à-dire qu'elle a une existence physique, on peut la toucher, elle peut pousser des objets, elle peut tirer quelque chose, et elle fait trois choses. Elle sent, c'est-à-dire qu'elle perçoit son environnement, elle travaille avec ses informations, et puis elle agit. Donc c'est une machine qui est capable de faire ce trio de choses, ce trio de compétences. Et ça va définir le robot. Ça va nous permettre de le distinguer un petit peu d'une intelligence artificielle utilisée seulement dans un cadre numérique. Par exemple, un chatbot, un agent conversationnel. Moi, j'aimerais bien garder l'idée que les robots ont une existence physique. Alors, si vous voulez bien, avant d'en parler, on va faire un tour d'horizon avec quelques robots. Alors, évidemment, on n'a pas tous les robots du monde, mais il y en a quelques-uns. Le premier, c'est en Suisse romande. C'est un sujet de Nicolas Rosset et d'Olivier Colère. Echo Robotics à Yverdon-les-Bains. Cette start-up vaudoise a levé des millions de francs pour développer plus qu'une simple machine. Cet engin identifie les mauvaises herbes en laissant intactes les autres plantes. Ses capteurs et son intelligence embarquée lui permettent de recueillir toutes les données nécessaires. Ça peut être des données sur le type de mauvaises herbes, ça peut être s'il y a des plantes qui sont en stress hydrique, ça peut être des maladies qui se propagent, des insectes, ça peut être une plante qui n'a pas assez de fertilisant, par exemple. Mais ceci n'est qu'un tout petit exemple des capacités actuelles des robots. Certains humanoïdes sont utilisés pour informer et divertir. Ils permettent à des enfants de suivre une scolarité en se faisant le relais du professeur. Mais l'homme a aussi bien évidemment à produire des engins pour mener la guerre, les robots tueurs. Moins problématique, le robot bâtisseur, construire des murs ou des tours, une noble tâche, mais que se passe-t-il si le bâtiment s'effondre? Moins risqué et plus traditionnel, la fondue. La machine maîtrisera aussi bien la moitié-moitié que la fondue au vacherin. Le robot semble même capable de piquer son morceau de pain, mais à qui le distribuer? Certains robots sont capables de poser des mines ou des explosifs. D'autres sont développés pour les désamorcer ou les faire exploser en toute sécurité. Les robots ne sont-ils que l'expression des desseins les plus sombres ou les plus nobles de l'humanité? Alors, Joanne Rochelle, depuis qu'on écrit sur les robots en littérature notamment, il y a cette peur qu'un jour les robots pourraient prendre le pouvoir et nous exterminer. On est d'accord qu'à ce stade, en tout cas où ils sont actuellement, c'est pas possible. À ce stade, on n'y est pas, mais c'est vrai que cet imaginaire, c'est tous les films, c'est les livres, c'est les bandes dessinées qu'on lit, on a toujours cette figure du robot qui est au début de l'histoire assez gentil, on travaille bien ensemble, et puis il y a un moment où on bascule, et c'est d'habitude le moment où le robot devient autonome, il acquiert quelque chose qui lui permet d'un seul coup de décider tout seul, et d'habitude, là, l'histoire finit soit très mal pour les humains, soit de manière héroïque, les humains reprennent le contrôle. Et c'est quelque chose qui impacte beaucoup la manière dont on pense les robots, parce qu'on grandit dans cet environnement culturel. Ça impacte aussi mes collègues de l'EPFL qui construisent concrètement ces robots, parce qu'ils sont confrontés à des attentes qui sont parfois complètement irréalistes. Si vous voulez, on regarde la guerre des étoiles, et on se retrouve avec une tondeuse intelligente. Et forcément, il y a une grosse différence entre ces deux types de robots. Alors, en matière de justice, à ce jour, c'est toujours finalement l'humain, vous le disiez au début, celui qui programme ou qui crée le robot, qui va être responsable en cas, par exemple, de meurtre ou de blessure d'un autre humain. Alors c'est vrai que même si à nouveau, partant des films, de tous les produits de science-fiction qu'on a à disposition, on a tendance à dire c'est le robot qui agit, le robot fait ceci, fait cela. Alors c'est vrai, le robot dans la réalité c'est lui qui agit, c'est lui qui pousse, c'est lui qui, s'il a une arme, c'est lui qui tire. Mais par contre en termes de responsabilité morale, il faut qu'on retourne auprès de l'auteur, celui qui conçoit le robot, qui le fabrique, et c'est là qu'on va devoir se pencher sur les questions de responsabilité. Comment a-t-il été programmé? Qui a fait une faute dans cette programmation?
qui est, à la limite, lui a laissé trop de marge de manœuvre. Hein, ça, c'est possible. On laisse trop de choix aux robots. Et ensuite, la responsabilité, elle reste humaine. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. On est dans un paradigme où c'est l'humain qui est responsable. Alors, justement, les humains pourraient être impactés aussi par la robotisation du travail. Hein. On pourrait perdre des emplois. On pourrait aussi, du coup, utiliser l'humain pour des tâches peut-être plus intéressantes ou plus motivantes. Vous dites quand même, dans votre livre, il y a des espaces qui ne doivent pas être robotisés. Vous parlez d'un droit au contact humain. Alors c'est vrai que je pense, et beaucoup d'auteurs ont la conviction qu'il y a certains espaces où il y a vraiment une contribution qui ne peut être qu'humaine. Pensez au domaine des soins, par exemple, pensez aux EMS, où il y a une volonté parfois de gagner sur les coûts, de gagner en rentabilité, en efficacité, et donc une envie de robotiser tout ce qui peut l'être, mais il y a une dimension de soins profonds qui ne passe que par la personne humaine. Et donc là, on a peut-être intérêt de protéger cet endroit, juridiquement, éthiquement, de bien clarifier qu'il y a certains espaces qui ne doivent pas être robotisés parce que le contact humain est tellement important. Bien sûr, c'est une question de société, c'est une question politique. Il faut qu'on ait un débat là-dessus parce qu'il y a de l'autre côté, à nouveau, des exigences d'argent, des exigences d'efficacité face à des exigences de contact humain. Donc pour vous, pour bien protéger les humains, il faut légiférer sur les robots. C'est un vrai débat de société, mais c'est aussi un débat politique. Absolument, je pense que tout le monde tombe d'accord que certains types de robots, on doit légiférer pour régler les questions de responsabilité qui sont vraiment les grandes questions. Ça commence quand on achète un jouet qui marche de manière automatique, ça se termine quand on est avec des armes autonomes, on doit se mettre d'accord entre pays sur quel type de règles on va appliquer à la guerre du futur. Donc la question de la responsabilité, elle est absolument centrale et c'est elle qui doit occuper nos débats politiques. Les questions de redistribution, de justice sociale, d'impact sur le marché du travail, d'impact sur les relations humaines dans une entreprise, dans une collectivité publique, mais dans la société, celles-là aussi, elles doivent être au cœur de nos discussions de société, discussions politiques. Et avec ces discussions, alors c'est la question traditionnelle sur les robots, finalement, les étudiants, on apprend à découvrir ce qui est d'humain en nous. Ah, c'est vrai que les robots, il y a cet effet miroir qui est fantastique, que ce soit quand on enseigne à l'EPFL avec des futurs ingénieurs, de leur tendre ce miroir, mais aussi quand on parle, quand on est nous-mêmes confrontés à un robot, et à nouveau, ça peut être un robot qui est encore, entre guillemets, un peu décevant, en tout cas très en deçà des attentes qu'on a, mais ça nous confronte, ça nous dit, voilà, si ce robot est capable de faire ça, qu'est-ce qui fait ma spécificité humaine? Qu'est-ce qui fait que moi, dans le marché du travail du futur, mais aussi dans la société du futur, j'ai encore une place qui m'est propre en tant qu'être humain et qui ne peut pas être automatisable, être robotisable. Et ça, c'est une question abyssale. Merci beaucoup, Johan Rochel, d'être venu nous tendre aussi ce miroir dans le 1245. Et votre livre donc s'appelle Les robots parmi nous. Il est paru dans la collection Savoir Suisse. Merci beaucoup. Merci.